Salut à tous, c'est RM. Est-ce qu'on rendrait pas hommage à la PSP pour fêter ses 20 ans en France? Plus les années passent, plus je valorise les vraies consoles portables pas trop grandes. Donc après vous avoir fait les éloges de la PS Vita, je vais vous expliquer comment elle m'a donné envie de me remettre à la PSP ces dernières années. On va commencer par un quiz. Quel est le point commun entre toutes les consoles que je vous présente sur cette chaîne? La 3DS, la Vita, la Wii U, la Series X. Vous avez 10 secondes. Non, c'est chiant, la réponse tout de suite. Si vous avez répondu, c'est toutes des consoles de merde, allez en enfer et ne revenez plus jamais. T'as envie qu'on te tue? Si vous avez répondu, c'est toutes des consoles sous-cotées mais qui sont géniales, vous avez gagné toute notre estime. Vous pouvez rester, mais c'était quand même pas la bonne réponse. La réponse que j'attendais, c'est « Elles sont toutes rétrocompatibles avec les jeux de la génération précédente !» Même si pour la Vita, ça passe par le digital. Y a aucun moyen d'insérer un UMD dans ce truc. Mais c'est quand même pas mal. La PSP a eu un paquet de jeux gros budget, de curiosités intéressantes, ou simplement de jeux exclusifs réussis, qui viennent donc enrichir le catalogue de la PlayStation Vita. Et autant dire qu'avec ce nouvel écran et ce vrai joystick, c'est encore plus agréable de parcourir ces jeux-là sur la dernière console portable de Sony. PlayStation, ils avaient toujours une longueur d'avance technique sur Nintendo. Les graphismes PSP, c'est marrant, c'est assez proche des graphismes 3DS. Et pourtant, c'est sorti 6 ans avant. Je me suis replongé récemment dans ce catalogue, pour lequel j'ai pas spécialement de nostalgie, et je pensais pas kiffer autant. Voici une sélection de titres à télécharger de toute urgence sur votre PS Vita, parce qu'il passe encore trop bien. MotorStorm Arctic Edge. Il me bluffe ce jeu. Sur console portable, ils ont réussi à garder l'essence des épisodes PS3, que ça soit les sensations de conduite, la physique des véhicules, les routes fofolles, plein d'embranchements, et les graphismes splendides. La modélisation est jolie, il y a de la destruction de carrosserie, de bons effets visuels entre la lumière et les petits reflets sur le sol givré. On n'est que sur PSP, et pourtant je le trouve plus impressionnant que d'autres jeux de course natifs PS Vita. Bien sûr, faut s'habituer à la résolution des jeux, c'est un peu pixelisé au premier abord. Mais après quelques minutes, on le voit même plus, et on est juste en train de kiffer la qualité du gameplay. Et la bande son hard rock accompagne à merveille le chaos que tu vas retrouver sur les pistes. C'est un jeu bourré de vie, en comparaison, les autres jeux de course PSP sont plus plats et figés à côté. Daxter. Avec du recul, les platformers 3D de la PSP, ils sont pas très bons. Ratchet & Clank, la Taisa Conte, Secret Agent Clank ou Jack and Dexter The Lost Frontier, je les trouve chiants honnêtement. À l'époque, il y avait un effet waouh de voir tourner ces jeux sur une console portable bien plus impressionnante que Nintendo DS, mais en vrai, ils étaient mal designés par rapport à leurs homologues PS2. Alors que Daxter, sans Jack, c'est super réussi. Je vais même oser le dire, selon moi, c'est le meilleur jeu de la série. Bien rythmé, les niveaux sont variés dans ce qu'ils te demandent de faire, c'est pas juste des vagues de combat, tu chopes régulièrement des nouveaux mouvements, il y a une bonne palette de déplacements, et les zones sont intelligemment construites avec des chargements bien camouflés dans certains couloirs. Ce qui fait que le soft tourne trop bien. Le hub central, c'est une grande ville, avec des voitures volantes qui passent au-dessus, c'est bien propre et ambitieux pour de la PSP, comme j'aime. Mais le jeu te laisse pas paumer dans cette grande zone, les marqueurs d'objectifs sont très clairs, et les vrais niveaux sont plus linéaires, donc ça s'enchaîne vachement bien. Tu peux même bouger la caméra grâce aux boutons L et R. Par contre, c'est inversé, comme souvent à l'époque. Mais Dieu merci, tu peux le modifier dans les options, donc je suis aux anges. C'est une exclue PSP. Alors plein de gamers l'ont snobé, mais je pense sérieusement que s'il était sorti tel quel au début des années 2000 sur Dreamcast ou PS2, il serait devenu archi-culte, au même titre qu'un Rayman ou Spyro. Comme quoi, tout est une question de timing. Pour le coup, Daxter, il honore la promesse de la PSP. Fournir des jeux de l'ambition d'une PS2 sur un petit hardware transportable. Parce que dans les faits, c'était plus rare qu'on ne le pense. God of War Ghost of Sparta. En parlant de vraie expérience PS2 sur une portable, on peut pas faire l'impasse sur celui-là. Et on a eu la chance d'en avoir deux des God of War sur PSP. Ghost of Sparta, c'est le deuxième. Je dirais que le début du 1 est meilleur. L'intro de Chains of Olympus, c'était impressionnant en termes de mise en scène à l'époque. Mais sur la longueur, Ghost of Sparta est peut-être plus constant dans sa qualité. Quand c'était sorti, j'étais un peu deg que les God of War de la PSP se terminent aussi vite. Voir mes 40 balles précieusement économisées partir en fumée en une après-midi, ça faisait mal. C'est pour ça que je me suis mis à préférer les RPG. Mais aujourd'hui, on n'a plus assez de temps, donc ça fait plaisir d'avoir de bons petits beat'em all finissables rapidement. Les God of War PSP, c'était typiquement les jeux qui repoussaient les limites techniques sur portable. C'est clairement pas la DS qui aurait pu rivaliser. Oui, mais la DS, elle avait des jeux plus mignons pour un plus grand public, donc fallait bien que la PSP aussi s'aligne sur ce marché. Loco Roco,
Je trouve qu'il colle bien à l'ADN de la console malgré tout. Sony, c'était pas juste des gros jeux matures ou réalistes, il y avait aussi des trucs colorés, et un jeu full 2D sur PSP, ça apportait beaucoup de fraîcheur. Il a un peu de mal à rivaliser avec des jeux indépendants sortis plus tard sur Vita, mais son côté minimaliste le rend encore très facile à prendre en main aujourd'hui. Ça se joue uniquement avec les boutons de tranche qui servent à incliner le niveau, et c'est bien plus satisfaisant à jouer que ça n'en a l'air, grâce à la superbe physique de ces petites boules gélatineuses. Et bien sûr, sa musique contribue à lui donner une ambiance unique. Il y a même eu un deuxième épisode si vous en voulez plus. Outrun 2006. Allez, retour sur un jeu de course. Très différent de MotorStorm dans la jouabilité. On n'est plus dans la course bourrine, on est sur une conduite tout en dérapage. Trouver la courbe parfaite pour prendre un virage sans se prendre les murs ou les autres voitures, c'est vite très satisfaisant. C'est un jeu emblématique de la première Xbox et franchement je suis surpris qu'il tourne aussi bien sur PSP. C'est plus en 60 fps malheureusement, mais le framerate est largement suffisant pour que tu prennes ton pied dessus pendant tes déplacements. À la fin de chaque zone, tu choisis une intersection, donc la rejouabilité du mode arcade est excellente. Il y a des missions avec objectifs si tu cherches à t'investir davantage, mais c'est typiquement le genre de jeu que je sors pour une session de 10 minutes. C'est amusant tout de suite et j'adore les musiques. Lui, pour une question de droit avec Ferrari, il est plus téléchargeable. Peut-être même que quand vous regarderez cette vidéo, viewer du futur, c'est carrément le store Vita tout entier qui aura fermé. Dans ce cas, pour les jeux PSP, vu que ça passe uniquement en démat, faudra faire vous savez quoi à votre console. Valkyria Chronicles 2. Au milieu des innombrables tactical RPG de la PSP, et surtout au milieu de tous les portages de la PS1, ça fait plaisir d'avoir un Valkyria Chronicles 2 qui apporte de l'originalité et qui pour le coup est une vraie exclusivité. Comme pour le premier sur PS3, fini les déplacements case par case. Là, comme c'est en 3D, tout est plus fluide à jouer et le jeu a du style en plus avec son cel shading. Si vous aimez les tacticals, vous devriez essayer. A savoir que le troisième épisode est aussi sorti sur PSP, mais uniquement au Japon, donc il est pas très connu. Metal Gear Solid Peace Walker. C'est une des killer apps de la console. Si t'aimes l'infiltration, le gameplay est très bon. Faut aimer le système de progression en mission. Ça marche bien pour des sessions portables, mais personnellement, je préférais la structure plus linéaire des épisodes précédents. Et j'aimais bien avoir des vraies cinématiques plutôt que des BD qui racontent l'histoire. Mais c'est une question de goût. Je sais qu'il y en a qui adorent. Peut-être que vous en ferez partie. Gran Turismo, encore un jeu de course, mais encore une fois très différent des précédents de cette sélection. Vous le savez, Gran Turismo c'est pas arcade, c'est de la simulation. C'est plus lent, c'est plus distingué, c'est plus classieux, et même sur PSP c'est toujours très classe. Visuellement c'est hyper propre, et en 60 fps s'il vous plaît. Il n'y a pas un mode carrière à proprement parler, mais il y a quand même pas mal de contenu. Et farmer les courses pour obtenir de nouvelles voitures plus performantes peut s'avérer vite addictif. C'est dommage toutes ces séries qui n'ont pas eu de suite sur Vita. Persona 3 portable. Dans le cas où vous feriez partie des 3 personnes qui ont acheté une PS Vita plutôt qu'une Switch, vous êtes peut-être triste de rater tous les portages de gros RPG qui arrivent sur la portable de Nintendo. Mais n'oubliez pas qu'un paquet de ces jeux était déjà dispo sur PSP. Persona 3 portable en fait partie, Tactics Ogre aussi, même Crisis Core FF7 et Is The Off in Felghana. Oui, là je vous fais 4 jeux pour le prix d'un, c'est cadeau. Persona 3 portable reste peut-être le plus intéressant des 4 à mes yeux, avec son chouette mélange entre dungeon crawler et simulation de vie à l'école. J'aime bien son ambiance. Il vaut pas Persona 5 Royal, mais en vrai, il est peut-être même meilleur que le Persona 4 Golden de la Vita. Poursuite Force Extreme Justice. On repart sur du bourrin kitsch, pas très subtil, mais c'est ça qu'on aime sur PSP, ces jeux qui essayaient de nous en mettre plein les yeux malgré le support. La série Poursuite Force est plus très connue aujourd'hui, mais c'était fait par Sony. Selon Wikipédia, c'est les mêmes développeurs que MotorStorm Arctic Edge, donc niveau technique, tu peux être sûr qu'ils assurent. Dans Poursuite Force Extreme Justice, tu incarnes un policier qui neutralise les vilains voyous à gros coups de justice en pleine gueule, et franchement, c'est fun ce savant mélange entre conduite et jeu de tir. C'est pas un jeu de course, c'est un jeu de conduite, avec des gunfights et plein de types de véhicules. D'autant que tu peux voler ceux de tes adversaires en leur sautant dessus, donc c'est assez intense, rythmé et très spectaculaire pour la console. Il y a eu 2 GTA assez classiques sur PSP, peut-être même trop, donc c'est d'un autre épisode que je vais vous parler. GTA Chinatown Wars, c'est la même formule de progression en mission, mais la présentation et l'ambiance est très différente et ça fait plaisir. Le scénario est vite prenant, le style cartoon marche bien,
et la vue aérienne gomme pas mal d'imperfections que les GTA avaient dans leur gameplay. Donc il a pas autant pris un coup de vieux. Après ça reste un GTA avec son lot de frustration si tu meurs à la fin d'une mission et que tu dois tout recommencer. Et puis il y a un peu trop de QTE. Sur Nintendo DS ça avait du sens par rapport aux fonctionnalités de la console, mais sur PSP avec les boutons c'était pas nécessaire. Sinon on a eu 2 portages des Prince of Persia de l'ère 128 bits. Revelations, c'est la version PSP du deuxième de la trilogie, et franchement, c'est pas très réussi. Trop de combats, c'est pas fluide et bourré de bugs. C'est honteux quand tu vois tourner God of War à côté. Prince of Persia Rival Sword est meilleur par contre. C'est le portage du 3, il tourne mieux, et c'est un mix intéressant entre parcours, plateforme et action. En attendant le remake du 1, qui a l'air de s'enfoncer toujours plus profondément dans les sables du temps, année après année, ça peut être une bonne occasion de découvrir cette série qui a bercé le début des années 2000. A savoir que plus tard sur les autres consoles, il y a eu un nouvel épisode dans le même genre qui s'appelle Les Sables Oubliés, mais le portage PSP de ce jeu-là, c'était un jeu différent en 2,5D. On termine avec The Third Birthday, c'est le 3e jeu de la série Parasite Eve, après les 2 de la PS1. C'est très bien réalisé, il y a de beaux effets, de belles cinématiques, ça sent que c'est une grosse production. C'est un jeu d'action avec des guns, et ça bouge bien dans le gameplay, entre le lock des ennemis, les roulades, et le fait de pouvoir sauter à distance dans le corps d'autres soldats pour les contrôler. C'est pas statique comme jeu, et c'est plutôt original. Mais faut aimer l'action, parce qu'il y a que ça, des combats, je vous préviens. Moi c'est pas trop mon truc, mais je vois ce qui peut plaire. Si tu veux de l'action AAA PSP avec des guns, tu trouveras pas beaucoup mieux je pense, en termes de sensations. Il y a d'autres jeux PSP que j'aurais pu citer aussi, genre Wipeout, Assassin's Creed, les autres Is, Ridge Racer, Dead or Alive Paradise, Trails in the Sky ou Lumines. Mais comme c'est des séries qui ont eu un nouvel épisode plus moderne sur PS Vita, j'ai préféré me concentrer sur celles pour lesquelles c'était pas le cas. Les séries qu'on aurait tendance à oublier maintenant sur console portable. Et pour tous ceux qui voient pas l'intérêt de jouer à ces jeux-là sur une Vita plutôt qu'une PSP, et bah ça tombe bien, parce que j'ai d'autres modèles à vous présenter. La PSP Street est considérée comme la pire version de la PSP. Et pourtant je l'ai acheté en 2023. Mais pourquoi ? Eh bien nous allons voir, oui. C'est le 5e et dernier modèle de PSP à être sorti. Autant dire que c'est pas le meilleur. Néanmoins, il m'intéressait secrètement pendant longtemps. Pour rappel, la première PSP, aussi appelée PSP 1000, c'est l'original. Elle est lourde et épaisse. La PSP Slim and Light, alias la PSP 2000, elle est bien plus fine, légère et lumineuse au niveau de l'écran. La PSP 3000, c'est la même, mais avec un micro intégré. La PSP Go, là c'est une vraie rupture. Changement de design et 100% des maths. Enfin, la PSP E1000, ou PSP Street, c'est le modèle cheap, qui est sorti en fin de vie à 99€, c'est-à-dire fin 2011 pour gratter encore un peu d'argent aux plus pauvres. Elle a plein de features en moins, et elle est pointée du doigt comme la plus naze des PSP. Mais on peut être fier, c'est une exclusivité européenne. La classe. Ça en dit long sur comment on est perçu par les japonais. Oui, mais ça dit pas pourquoi j'ai décidé de l'acheter. En fait, depuis 2018, je suis un adepte de la PS Vita, parce qu'elle est trop bien conçue et que son catalogue de jeux dispo est très riche, notamment grâce à la rétrocompatibilité PSP. Et justement, en rejouant à des titres PSP dessus, ça m'a donné envie de me rappeler ce que c'était que l'expérience avec le hardware original. Je connais bien les PSP, je les ai déjà toutes essayées, enfin sauf la dernière. Elle m'a toujours intrigué quand je la voyais en rayon dans les caches. Rien que son changement de design léger au niveau des boutons sous l'écran, ça me rendait curieux. Qu'est-ce que c'est que cette barre brillante qui contraste avec le plastique mat de la carlingue ? Je pense que c'est la coque aussi qui lui donne son aspect cheap par rapport aux autres versions qui ont tout un plastique brillant. L'avantage, c'est qu'on n'est plus emmerdé par les traces de doigts. L'inconvénient, c'est qu'elle en a reçu des cuts pour baisser son coût de production. Aucune connectivité online, ils ont carrément retiré cette partie du menu de la Cross Media Bar. Plus dérangeant déjà, ils ont laissé qu'un seul haut-parleur mono, comme sur la 2DS. Ça rend le son bien moins agréable quand t'as pas des écouteurs. L'écran a un moins bon angle de vision si tu la tiens pas très droite, et ils ont retiré des boutons de menu sur la barre du bas. Il n'y a plus le bouton mute, ni celui pour changer le niveau de rétroéclairage. T'es obligé de passer par les options maintenant. Mais elle vaut quoi sinon cette barre ? Visuellement ça rend bien je trouve. C'est des vrais boutons en dessous, c'est pas tactile. Seulement parce que c'est une longue bande de plastique qui a été collée là par-dessus, il n'y a aucun relief quand tu passes ton doigt. Donc au début, à l'ombre, t'as un peu de mal à trouver le volume ou le bouton select avec ton pouce. Autre changement, maintenant c'est tout l'arrière qui s'ouvre quand tu veux insérer un UMD.
Le memory stick n'est plus caché derrière un couvercle, tu peux l'enlever plus facilement. Et le bouton power est en dessous maintenant, plus sur le côté. Ça fait beaucoup de changements dit comme ça, mais au final, c'est pas si mal. Il y a que le son en mono qui fait chier, le reste, c'est très fonctionnel. C'est toujours kiffant de jouer à des jeux dessus. D'autant que le dernier changement, elle est plus épaisse que les modèles précédents. En fait, elle est plus lourde qu'une PSP Slim, mais elle est plus légère qu'une PSP Fat, tout en étant aussi épaisse qu'une PSP Fat. Et franchement, je la trouve très confortable grâce à cette légère épaisseur supplémentaire. En début de vidéo, je vous l'ai présenté comme un modèle pas très populaire, mais c'est pas pour autant que je vous la déconseille. Moi, je la kiffe en fait. En main, c'est pas du tout aussi cheap qu'on se l'imagine de loin. Visuellement, j'aime bien la version blanche de la PSP Street. C'est celle-là que je voulais à la base, mais comme elle est sortie après en 2012, elle est moins répandue. Donc c'est moins facile de trouver des bons prix en ligne. Ah en fait, à chaque fois je pars du principe que vous savez où chercher, mais je suis surpris, on me demande très souvent c'est quoi les meilleurs sites pour des consoles pas chères. Ça me semblait évident, mais n'allez pas sur la Fnac ou Amazon pour du rétro, hein. Moi je tourne surtout autour de Vinted, Le Bon Coin et eBay. J'y trouve mon bonheur. Et donc sur ces sites, les PSP Street blanches, il y en avait mais pas des masses qui m'intéressaient. Parce qu'il y a plusieurs trucs à prendre en compte quand on achète une console pareille. Faut que les photos soient propres, pour s'assurer que la console est en bon état, qu'il y a bien tout ce qu'il faut pour la faire fonctionner, chargeur, et une carte mémoire, si possible, de grosse capacité. Si tu veux une console en boîte, ça réduit encore tes possibilités. Et enfin, quitte à acheter à un particulier, autant trouver un lot avec plein de jeux. Parce qu'il y a pas mal de vendeurs qui ont la flemme de tout vendre séparément, donc ils te feront un prix avantageux pour tout le lot. Et toi, derrière, tu peux même revendre certains jeux de ton côté pour récupérer une partie de ta thune. Mais quand tu cherches une console blanche, et que t'as que 5 annonces qui te conviennent, si tu veux négocier, statistiquement, les chances sont pas de ton côté. Et puis, j'achète une PSP quoi, je voulais pas me ruiner. Je veux l'acheter en dessous du prix du marché. Finalement, le lot le plus cool, avec une sacoche, un jeu, 2 cartes mémoire et une caméra, bah c'était une console noire. 56€ le tout, frais inclus. Oui, j'ai bien dit une caméra. Contrairement à la 3DS et la Vita qui en ont une intégrée, sur PSP, il fallait la brancher. Et regardez-moi cette qualité. Coucou, je filme directement via ma PSP. Bienvenue en 2005, Jean-Paul II vient de mourir et moi je suis en CM2. Est-ce que t'es content Race Gaming? Par contre le micro marche pas donc je dois enregistrer le son de ma voix séparément. Maintenant tant qu'à faire, je vais vous présenter quelques jeux PSP auxquels j'ai joué ces derniers mois. A commencer par Burnout Dominator que j'ai reçu avec ma console. J'avais jamais testé donc c'est l'occasion. Et moi qui ai passé un peu de temps sur la Nintendo DS avant, bordel, ils sont trop beaux les jeux PSP. C'est presque de la 3DS. À piloter c'est sympa, c'est un jeu qui encourage et récompense la prise de risque dans la conduite. Il va même te pousser à utiliser ton boost dans des moments où au contraire t'aimerais ralentir sur certains virages, donc ça ajoute un peu de frisson. Qui peut vite être sanctionné par un conducteur random qui traîne sur la route. C'est un titre correct, et je suis plutôt bon client de ce type d'expérience arcade d'habitude, mais faut reconnaître qu'il y a tellement de jeux de course excellents sur PSP à faire avant en priorité, que celui-là me paraît un peu fade à côté d'un Outrun, Sega Rally, Gran Turismo, Wipeout ou MotorStorm. Sinon j'ai un problème sur ma PSP Street, et de ce que j'ai vu en ligne je suis pas le seul, le lecteur UMD fait un bruit ultra strident. Y a un animal dans ma console ou quoi? Il fonctionne hein, mais ça doit être l'usure. Quand t'es tout seul ça va, mais dans le TGV tu vas saouler tout le monde. Heureusement, sur une PSP craquée, tes jeux ils sont sur la carte mémoire, donc t'auras plus le bruit du lecteur. Et quitte à pirate acheter des jeux, autant prendre ceux qui sont hors de prix, comme Is the Off in Felghana, le premier jeu que j'ai fait de la série Is. J'aimais bien ce compromis entre facile d'accès, tout de suite plaisant, mais avec une dose de challenge intéressant. Habituellement j'aime pas quand il y a trop de combats dans mes jeux, mais là ça passe, tu peux esquiver les ennemis si tu veux, et les boss ont des chouettes patterns. Ça se joue facilement, il y a quelques mécaniques de progression un peu à la Metroid, une évolution de ton perso et tes équipements entre Zelda et RPG, le tout avec une chouette ambiance sonore. Ce qu'il entreprend, il le fait bien. Il est pas trop long non plus, j'en garde un bon souvenir. Assassin's Creed Bloodlines, très ambitieux ça comme jeu. Il reprend les possibilités du premier sur PS3, en adaptant quelques trucs vu qu'il y a moins de boutons, et contre toute attente, ça marche bien. Les zones sont grandes pour un jeu PSP, tu peux grimper au bâtiment, comme dans tous les Assassin's Creed, c'est les mêmes boucles de gameplay qui tournent, donc ça finit par être chiant, mais malgré tout, je reste ébahi par la prouesse technique. Ça aurait été un action platformer en 2,5D, on l'aurait sûrement déjà tous oublié, et pourtant ça aurait peut-être mieux vieilli, mais j'aime bien cette époque où la 3D salon commençait enfin à s'installer sur portable, avec des devs qui manquaient pas d'ambition. Ratatouille.
Qu'est-ce que ça fout là, ça? Non, je déconne pas, c'est un des meilleurs platformers de la console. Joli, maniable, un peu classique dans sa construction, entre Spyro et Mario 64, mais ce qu'on y fait dans les niveaux est marrant, parce que le level design est franchement bon. On n'est pas paumé à pas savoir où aller. Il y a des vrais passages de plateforme, c'est pas juste des combats comme dans un Ratchet, et je vous le dis clairement, il dépasse peut-être pas Daxter, mais selon moi, il explose totalement Ratchet & Clank la taille ça compte. Wipeout Pulse. C'est à partir de la PSP que la série a adopté son gameplay moderne. C'est super jouable et c'est super beau bordel. Le framerate est pas toujours hyper stable, mais c'est quand même appréciable des visuels pareils sur portable. Une bande son électro t'accompagnera pour les nombreuses missions du mode solo, composées de plein de types d'épreuves différentes, course simple, contre la montre, élimination, et même zone. Ça je kiffe, c'est une sorte de mode survie, t'es tout seul sur la piste, ça accélère de plus en plus vite, et tu dois pas toucher les bords sinon tu crèves. Key of Heaven. J'aime bien l'ambiance, les musiques, les décors, ça rappellerait presque Shenmue par moment. Mais le fait qu'il n'y ait pas de caméra libre, ça nique un peu l'immersion je trouve. Et à jouer c'est une sorte de Tales of mal équilibré. Mes premiers boss c'était compliqué. En creusant un peu, on voit qu'il est pas si inintéressant dans son gameplay. Et avec un peu d'investissement, il peut même s'avérer plaisant. Il est sorti au tout début de vie de la PSP, donc dans la hype, on pouvait lui donner sa chance. Mais aujourd'hui, je sens qu'il manque encore beaucoup de choses pour en faire un grand jeu. Je préfère largement jouer à Ys the of Infelgana. Final Fantasy IV The Complete Collection. La PSP c'était vraiment ma machine à jouer à Final Fantasy à l'époque. Entre les portages et les PS1 Classics, tu pouvais quasiment tous te les faire. Après un remake 3D de FF4 sur DS, ils nous ont ressorti le jeu sur PSP mais en 2D, avec en plus sa suite, le jeu Final Fantasy IV les années suivantes. Qui est pas ouf, c'est un peu la même chose dans les mêmes environnements, mais le Final Fantasy IV original reste sympa, si t'es pas encore trop allergique aux RPG rétro avec des rencontres aléatoires et du tour par tour. C'est un des premiers JRPG de l'histoire, avec une intrigue et des personnages attachants. Et il se parcourt vite sur PSP, bon point. Allez, une autre collection, la Sega Mega Drive Collection. Il m'aura occupé longtemps cette UMD à l'époque. C'est grâce à lui que j'ai découvert le catalogue Mega Drive quand j'étais au collège. Bon, au début j'étais un peu déçu de pas trouver de RPG stylé vu que c'est ce que je cherchais sur PSP. C'était surtout des action platformers un peu balèques. Mais il y en a que j'ai fini par apprécier avec le temps. Shinobi 3, Kid Caméléon, Sonic, Comic Zone, Ristar. Et quand même un JRPG qui m'a bien plu, Phantasy Star 4. J'ai adoré rejouer à la PSP pour l'occasion. C'est une bête de console portable. Facilement transportable, très ergonomique, même son petit stick il est assez accessible en vrai vu la forme de la machine. C'est pas comme la croix de la 3DS qui est chiante d'accès quand t'as tes index sur les gâchettes. Contrairement à la DS, elle finissait pas par saouler avec ses gimmicks tactiles à l'époque. Et c'était cool d'avoir une full console portable gamer, puissante, avec des jeux dans plein de styles. Plus je creuse, plus j'y trouve des pépites, et j'ai déjà hâte de vous en reparler. Faites-moi savoir quelle console vous voulez que je couvre dans mes prochaines vidéos d'ailleurs. La PSP, je vous la recommande chaleureusement, peu importe le modèle, ils sont tous bons franchement. À choisir, la PSP 3000 c'est sûrement la plus classe, avec son style brillant, sa finesse et sa légèreté, l'angle de vision plus large de son écran et un son qui pète en stéréo. C'est un peu la définitive édition. Mais à choisir, vous me direz, autant dépenser quelques euros de plus pour prendre direct une PS Vita plus complète? Ah, je suis d'accord. Mais la PSP originale garde un certain charme. La possibilité de collecter des UMD, son design plus petit tout en ayant des boutons plus gros. Et puis c'est cool de repasser sur des boutons qui s'enfoncent vraiment, et pas des petits clics comme sur Vita ou Switch. Mais jouer à la PSP sur Vita, ça reste génial. Même si pas aussi génial que la PSP Go. L'horloge geek la plus chère du monde. Mais ça se comprend, tu peux faire des petites vagues en appuyant sur les gâchettes. Bon, avouez que c'est le hardware portable le plus classe qui soit. Citez-moi une console sortie ces 15 dernières années qui est plus élégante que cette PSP Go de 2009. Pour moi, elle est indétrônable. Jusqu'à ce qu'elle sorte sa tub. Oula, elle vient de perdre 9 points de charisme. Et là on a envie de rire, se foutre de sa gueule. Mais je vous rassure, même à l'époque les gens se payaient sa tête. Et pourtant, moi déjà, en 2009, j'étais à contre-courant. Elle m'avait tout de suite charmé. Bon, j'avais 15 ans aussi, j'étais con. Objectivement, elle avait que des défauts. Et c'est juste son design original qui m'hypnotisait. Enfin, c'était original pour une console, parce qu'avant elle, beaucoup de téléphones avaient déjà le clavier qui se rabattait. Comme mon Sony Ericsson de l'époque. Pourquoi ils ont fait ça alors que le design de la PSP originale était déjà très fonctionnel? De toute évidence, pour se la péter et voir jusqu'où ils pouvaient pousser la miniaturisation de leur hardware.
mais surtout pour tester le marché, puisque ça ne vous aura pas échappé, si vous suivez un tant soit peu l'industrie du jeu vidéo, sinon je sais pas ce que vous foutez sur cette chaîne, que c'est la première console de l'histoire des grands constructeurs qui se vendait comme ouvertement 100% dématérialisée. Alors, qui se vendait, c'est un bien grand mot, même moi à qui elle donnait envie, je l'ai pas acheté. Et c'est même pas le full démat qui me rebutait. Comme je vous l'ai dit, à cet âge-là, j'étais bête. J'avais pas encore conscience que le dématérialisé pouvait causer la perte de notre pouvoir d'achat et de notre souveraineté. Non, si je l'ai pas prise, c'est juste à cause d'un tout petit obstacle qui s'est mis entre elle et moi. Son prix. Je vous rappelle qu'en 2009, la PSP avait déjà 5 ans et se trouvait à 100 € de moins. J'aimais la PSP, j'en avais déjà une, et rien ne justifiait de la revendre pour avoir à peine de quoi payer 50% d'une go. Pour Sony, c'était clairement un crash test, dont le seul but était de collecter des données avant de définir une stratégie pour leur prochaine console. C'est grâce à elle que la PS Vita a un port cartouche et pas de stockage interne, mais des petites cartes mémoire hors de prix à la place. Alors que ouais, la PSP Go avait 16 Go de mémoire embarquée, comme vous pouvez le lire sur la boîte. C'était pas mal en vrai pour l'époque, tu pouvais installer une bonne dizaine de jeux dessus avant de devoir recourir à une carte mémoire. Oh non, ils sont sérieux, ils ont encore changé le format. Sur PSP c'était les memory sticks, mais sur la Go, vu que tout est plus petit, fallait que ça soit des memory sticks micro. Et vu que Sony y font chier jusqu'au bout, sur Vita c'était encore un autre support de stockage. Y a que Nintendo qui est resté fidèle aux cartes SD. Vous vous souvenez de mon Sony Ericsson de l'époque? Bah il était vendu avec une memory stick micro d'1 giga pour mettre de la musique, donc c'est cool, j'ai pu la recycler dans ma PSP Go bien plus tard. Quand est-ce que je l'ai acheté d'ailleurs? Bah c'était en 2017, 2 mois après la Switch. C'est la première fois où je touchais un semblant de salaire, donc je me faisais un peu plaisir. Et ça va, j'abusais pas, ma PSP Go, je l'ai achetée neuve à 100 €. Ça serait pas le même prix aujourd'hui, mais j'ai revérifié, ça a pas trop explosé non plus. Vous pouvez encore vous faire plaisir si vous êtes aussi dérangé que moi. Parce qu'en 2017, c'est un vieux rêve que je réalisais. Cette chimère de mon enfance m'appartenait enfin. Et j'ai réalisé qu'au-delà d'être une variante rigolote, ce modèle de PSP, il avait en fait beaucoup de qualités, que je vais vous présenter pour que vous compreniez pourquoi j'y joue encore et toujours des années plus tard. Jetons un coup d'œil à la boîte. Elle dit « le système PSP le plus petit et le plus léger à ce jour ». C'est pas prêt de changer. Il y a des termes marketing qui se sont perdus, n'empêche. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas vendre une nouvelle console en mettant en avant que c'est léger ou petit. Au contraire, faut dire que les écrans sont X% plus grands, jusqu'à se retrouver avec des tailles d'écran déraisonnées comme sur Switch ou Steam Deck. J'aime bien l'écriture du 16 Go, ça reprend le style des bundles PS3, comme s'ils avaient prévu de sortir plus tard des modèles avec plus de capacité. Dans la boîte, il y a des notices, un chargeur encore différent de la PSP ou de la Vita, décidément, elle veut se faire remarquer ma Go. Il y a un CD d'installation du logiciel Mediago pour Windows uniquement, compatible XP et Vista, attention. Je l'ai jamais installé, j'en avais pas l'utilité, mais vu que c'est une machine démat, c'était pour avoir une interface PC pour gérer ses fichiers ou acheter du contenu. Une sorte d'iTunes de Sony. Parce qu'on rappelle que cet appareil, il était pas que pour le jeu vidéo. C'était un excellent outil multimédia avant qu'on ait la 3G partout. Tu t'en servais comme baladeur MP3 et même pour mater des films. Quand tu rabattais les boutons, t'avais un petit écran transportable qui offrait une lecture très confortable par rapport à nos attentes de l'époque. Mais aujourd'hui, qui va télécharger des vidéos sur son PC, les convertir au format PSP, pas en HD, pour les copier sur sa console alors que YouTube existe? Personne. Donc on va se concentrer sur les jeux vidéo. Mais avant ça, quelques mots sur la bête. La boîte mentait pas, c'est bien plus petit qu'une PSP normale, ce qui entraîne une qualité et un défaut. L'écran est très beau, plus lumineux, plus petit, donc encore plus fin vu qu'on garde la même résolution. Mais alors l'ergonomie c'est pas ça. Moi qui habituellement aime garder mes index constamment sur les gâchettes, là c'est impossible. La machine est pas assez large et elle est trop fine pour la tenir à pleine main. Si on exclut l'écran, regardez comment c'est fin. C'est un beau bijou mais c'est pas pratique pour les jeux qui utilisent beaucoup les gâchettes, comme Wipeout. En revanche pour les autres, ça fait quand même bien le taf, et j'irais même jusqu'à dire que le stick est légèrement plus accessible ici que sur une PSP originale où faut baisser son pouce. Mais bon, les joueurs PlayStation ils savent faire ça. A noter que le stick est cette fois-ci légèrement plus petit. Je comprends pas pourquoi, mais c'est pas dérangeant. Les boutons aussi sont plus petits et ils dépassent moins pour pouvoir se ranger sous l'écran. Résultat, c'est pas des boutons qui s'enfoncent vraiment, c'est des micro-switch. Après c'est une question de préférence, mais c'est le modèle qui te fait re-réaliser à quel point la PSP originale est toujours hyper ergonomique. Aujourd'hui, si on n'a aucune machine qui sort avec cette forme, c'est qu'il y a une raison. La PSP Go est plus pratique qu'ergonomique. Enfin, c'est trop fun de la slider, et ça la rend bien plus compacte. Je me demande s'il n'y a pas une inspiration de la Nintendo DS là, avec l'idée de pouvoir la fermer pour qu'elle prenne moins de place. Seulement, l'intérêt du clapet, c'était surtout de protéger les écrans des rayures.
Or là, sur PSP, il reste vulnérable. Un point sur lequel Sony s'éloignait de Nintendo, en revanche, c'est au niveau de la taille de leur machine. Les deux sont partis dans le sens inverse. Les DS avaient des écrans de plus en plus grands, et donc de plus en plus pixelisés à chaque nouvelle version, donc c'est marrant de constater qu'au contraire, Sony a cherché à miniaturiser sa PSP. D'ailleurs, si elle s'appelle Go, c'était pour l'emmener on the go, donc partout en déplacement. Et en ce sens, elle marche à merveille. Comme la Game Boy Micro, combien de fois je l'ai juste mise dans la poche intérieure de mon manteau pour jouer entre deux stations, à un petit Locoroco ou Lumines. Si je continue les comparaisons avec le modèle original, on voit que tous les boutons d'option ont été déplacés derrière l'écran, donc on les voit plus, et ils sont perturbants à atteindre au début. Tu galères à trouver la luminosité ou le volume instinctivement juste au toucher. Tant que je suis derrière, un mot sur L et R, ils ne sont plus transparents, ils ont un revêtement métallique stylé. Par contre ils sont chelous, peut-être trop flottants. Tu peux appuyer dessus à plusieurs endroits. Une de ses critiques à l'époque, c'est qu'elle avait pas de deuxième stick. Or là, on imagine très facilement qu'il aurait pu trouver sa place ici, pour rendre la machine encore plus symétrique. Mais non, à la place, on a le bouton Start et Select qui s'emboîte pour former un rond. Et ça, c'était pas la meilleure idée. C'est pas très naturel au début, on les confond quand il fait sombre. Sinon, toujours un bouton pour bloquer la connexion sans fil, toujours un bouton Power qui allume la console dans un sens et verrouille les boutons dans l'autre. Seulement maintenant, il y a un deuxième bouton Power. Est-ce que vous arrivez à le voir? C'est tout simplement l'ouvrir. Ça démarre la console. Donc pensez à bien laisser le lock enclenché si vous voulez juste admirer ces boutons sans l'allumer. Au niveau des fonctionnalités en plus, maintenant si tu appuies sur le bouton PlayStation en plein jeu, en plus de pouvoir quitter, tu peux aussi mettre le jeu en pause. Et ça c'est inédit sur PSP. Ce que ça fait, c'est que ça fait une save state carrément. C'est pratique si tu veux retourner sur la cross media bar sans perdre ta progression. Ou même lancer un jeu complètement différent pour revenir ensuite exactement là où tu avais laissé le précédent. Alors c'est qu'une save state à la fois, mais c'est hyper impressionnant pour une console de 2009 je trouve. C'est le quick resume de la Xbox Series avant l'heure. C'était une machine très en avance sur son temps, parce que c'était même une Switch avant l'heure. On peut la brancher sur une télé. Bon, vous me direz, c'était déjà le cas de la PSP Slim and Light, sauf que la Go, elle a l'avantage d'être compatible Bluetooth. Et donc tu peux connecter une manette DualShock 3 dessus. Ça c'était ouf avant que la PS-TV existe. C'est littéralement la Switch de Sony. Mais en moins pratique parce que tu connectes pas une DualShock 3 comme ça, non. Faut passer par une PS3 pour faire la liaison la première fois. Ou alors par un PC avec un petit logiciel. Mais après c'est bon, elle se connecte à chaque fois, jusqu'à ce que tu la rebranches sur une PS3 ou une PS-TV, et là tu dois refaire le process. C'est vrai que c'est bien moins instantané que sur Switch, mais j'ai quand même trouvé ça pratique. Je m'en suis vraiment servi de cette fonctionnalité. Donc avec toutes ces qualités, pourquoi elle a pas cartonné? Bah déjà je rappelle que 100€ de plus qu'une PSP ça faisait mal, et à l'époque on craquait encore la PSP originale en remplaçant la batterie. Or sur la Go, elle n'était plus amovible, donc il y avait des craintes. En plus du 100% digital qui lui a directement donné mauvaise réputation. Ça posait des questions de revente et de préservation. Et effectivement, 15 ans plus tard, la PSP Go en elle-même est inutilisable officiellement, vu que le PlayStation Store PSP a fermé. Alors en théorie, tu peux encore acheter des jeux sur le Store PS3 et à partir de là les copier sur une PSP, mais ça demande une console intermédiaire. La PSP Go n'est plus autonome comme machine, vu que tu ne peux pas insérer du MD. Donc 100% des gens qui l'achètent aujourd'hui, c'est pour la craquer. Parce que maintenant c'est facile à faire, et là ça devient une petite merveille. Émulation, PS1 Classics, et bien sûr tous les jeux PSP que tu veux. D'autant qu'en dématérialisé, ils ont tendance à charger encore plus vite, parce que le format UMD, on se souvient, il était connu pour ses temps de chargement un peu longués. Oh, mais regardez comme le temps passe! Est-ce qu'il serait pas l'heure de passer au jeu? Je vous ai préparé une liste de titres soigneusement sélectionnés, car parfaitement adaptés à la PSP Go. À commencer par un jeu PSP avec plein de Go. Dead or Alive Paradise. Comme d'hab, on salue les gens qui regardent votre téléphone dans le métro par-dessus votre épaule. J'ai un bon watch time en général quand je commence par quelque chose de cochon. Oui, pourquoi vous croyez que ma vidéo sur la 3DS XL a autant de succès? Dead or Alive Paradise, c'est un spin-off de la série de jeux de baston bien connue. Vous connaissez sans doute aussi la série des Dead or Alive Extreme Beach Volley sur Xbox. Bah là, c'est la première fois que ça débarquait sur console Sony. Sur portable qui plus est. C'est toujours étonnamment bien modélisé, mais comme d'hab, je trouve que le beach volley c'est chiant comme sport. Donc c'est encore au casino que je m'amuse le plus, à jouer au poker ou au blackjack. C'est cher payé pour ce que c'est, parce qu'il est pas donné en physique, alors aucun scrupule à le pirate acheter en démat. Surtout sur une console full démat. Et quitte à jouer en démat, autant télécharger des jeux jamais sortis chez nous. C'est parti pour quelques exclus PSP cantonnés au Japon, auxquels on peut heureusement jouer aujourd'hui depuis que des fans ont sorti des traductions anglaises.
Kurohyo Ryuga Gotoku Shinsho, ou pour faire court, Yakuza PSP. Oui, il y a eu un Yakuza inédit exclusif à la PSP au Japon. Non, je rigole, c'est pas vrai. Il y en a eu 2 des Yakuza inédits exclusifs à la PSP au Japon. Alors à l'époque, on en avait peut-être rien à foutre parce que la série était pas encore très populaire en Occident, mais aujourd'hui, la promesse de jouer à un tout nouveau Yakuza avec un nouveau protagoniste, ça vend du rêve. D'autant qu'il exploite intelligemment les capacités de la console. Il y a toujours des phases d'exploration en ville, et pour garder le nombre impressionnant de PNJ à l'écran, il y a des décors en 2D précalculés, comme à l'époque de la PS1. Mais sans que ça fasse cheap, ça rend très bien. Ça rappelle les 2 premiers Yakuza sur PS2 qui avaient pas une caméra libre. Les cinématiques, c'est des images en mode bande dessinée comme Metal Gear Solid Peace Walker. En mode combat par contre, les persos sont hyper bien modélisés et c'est méga fluide. Les coups ont du punch, on retrouve l'ADN de la série, mais forcément vu les capacités techniques limitées de la PSP, on se retrouve plus à affronter une dizaine d'ennemis à l'écran. Le plus souvent c'est du 1 contre 1. On sent qu'on est sur un épisode qui a pas le même budget, mais là où je vous disais que c'est un spin-off intelligent, c'est que toutes les contraintes techniques que j'ai évoquées, je les ai jamais perçues comme cheap, parce qu'elles sont bien amenées. Dès le départ, le scope est maîtrisé, et ça reste cohérent dans ce que propose le jeu. Reste que la série, j'y joue principalement pour son scénar et ses minigames. Et ça n'a fait que s'améliorer avec les années. Donc cet épisode, c'est un super jeu dans le cadre de la ludothèque PSP, mais à l'échelle du jeu vidéo, il y a d'autres épisodes qui sont bien plus prioritaires. Donc je dirais que ça reste que pour les fans hardcore qui ont déjà retourné tous les Yakuza principaux et qui en redemandent encore. Même la série Suikoden a eu son épisode exclu PSP. Genso Suikoden The Woven Web of a Century, sorti uniquement au Japon en 2012, c'est-à-dire après la sortie de la PS Vita. Et moi j'aime bien les jeux de fin de vie, surtout quand ils sont aussi ambitieux. Il est beau franchement pour un JRPG PSP. Avec une résolution HD, il pourrait se faire passer pour un jeu Vita sans problème. Comme Yakuza, il y a un patch anglais qui traîne sur internet, donc ça permet de comprendre le scénar, et ça tombe bien parce qu'il est pas inintéressant, avec son héros qui est contraint de voyager dans le temps pour rencontrer ses ancêtres. C'est marrant. C'est pas le meilleur de la série, mais notez tout de même que c'est le dernier Suikoden officiel. Valkyria Chronicles 3, je vous le donne en mille, il n'a jamais été édité en dehors du Japon non plus. C'est un tactical RPG de Sega avec un gameplay 3D, qui fait suite au premier sorti sur PS3, au deuxième sorti sur PSP, et qui précède le 4 sorti sur PS4, Xbox One et Switch. Donc c'est marrant, officiellement, en Occident, il y a un trou dans la série, on est passé du 2 au 4. Mais maintenant, grâce à des gentils fans, on peut combler ce vide car Valkyria Chronicles 3 est trouvable en anglais, si vous savez vous servir de Google. Je l'ai pas précisé jusque là, oubliez pas que quand vous jouez à des jeux japonais, rond et X sont inversés. C'est rond qui valide et X qui annule. Ça demande un petit temps d'adaptation, alors idéalement, faites-vous tous vos jeux japonais à la suite pour éviter qu'un jeu européen vienne vous perturber davantage. C'est ça que j'adore aussi à notre époque. Plein de jeux qui étaient hors de notre portée sont maintenant accessibles grâce à des communautés motivées et organisées qui font renaître des titres qu'on aurait pu oublier depuis le temps. Et par exemple, dernièrement, je cherchais des jeux PC Engine CD, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis chez nous, donc c'est génial qu'il existe des versions patchées, traduites de titres sortis exclusivement au Japon. Mais sur PSP, il y a déjà tellement de quoi faire, rien qu'avec les jeux sortis chez nous, qu'on a vite fait d'écarter les exclus japonaises. Or, quand tu creuses, tu vois qu'il y en a plein aussi. La PSP, c'est un gouffre sans fin de jeux à découvrir. Donc j'aurai toujours la frustration de pas avoir le temps de vous parler de tous ceux que je voudrais. Alors tant que j'y suis, aujourd'hui je suis dans ma lancée, je vais en profiter pour vous présenter plein d'autres jeux. Locoroco Midnight Carnival, il en a pas le nom, mais en gros c'est Locoroco 3. Je l'ai découvert assez récemment parce que je le croise jamais dans les caches. Pour la simple et bonne raison qu'il a pas eu de version physique. C'était un épisode sorti uniquement sur le PSN à 15€ à l'époque. À quelle époque plus précisément, me demandez-vous ? En octobre 2009, c'est-à-dire pile poil le mois de la sortie de la PSP Go. Ah bah ça pour une coïncidence. Un jeu full démat pour accompagner une console full démat. Et je pense qu'il n'y a pas plus bel ambassadeur de la machine, vu que c'est le seul jeu que je connaisse qui peut se jouer entièrement avec la console fermée, sachant qu'on se sert que de L et R, même dans les menus. Pour valider, faut appuyer sur les deux en même temps. Vous connaissez le concept de Locoroco, bah là c'est pareil, sauf que le twist, c'est que si tu sautes directement après un saut, tu fais un rebond encore plus vénère, et ça augmente ta chaîne de score, donc l'enjeu c'est de jamais s'arrêter de rebondir. Et ça marche même pour faire des wall jump. Ça paye pas de mine, mais c'est une super idée qui renouvelle bien le concept de la série tout en restant fidèle à ce qui faisait sa force. C'est tellement fun de jouer à la PSP Go comme ça, on a l'impression d'avoir encore une nouvelle console, toujours plus petite et tellement mignonne.
Je sais pas si vous voyez le genre de plaisir qu'on ressent à jouer sur une version miniature d'une console qu'on aime, comme la Switch Lite ou la Game Boy Micro. Ça les rend tout de suite plus attendrissantes. Bah là c'est pareil, mais chez Sony. Bon par contre un jeu qui était pas franchement adapté à la PSP Go, c'est Monster Hunter Freedom Unite. Comme je vous le disais, il manquait un deuxième stick à la console pour certains types de jeux où bouger la caméra est important. Donc les pro-gamers de Monster Hunter à l'époque, ils adoptaient la technique dite du crabe, avec le pouce sur le stick et l'index sur la croix. Ça se fait sur une PSP normale, mais bonne chance sur une Go. Le fait qu'ils soient à côté et pas l'un en dessous de l'autre rend la technique encore plus douloureuse. De là à dire que c'est ce qui a causé son échec au Japon, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, mais je rappelle qu'avant de sortir sur toutes les machines, Monster Hunter, pendant des années, ça ne rimait qu'avec PSP, et c'est ce qui a en grande partie contribué au succès de la machine au Japon. C'est un peu le Pokémon de PlayStation, vu qu'il y avait une grosse dimension sociale à faire des missions de chasse en coop. Aujourd'hui, en solo sur PSP, sans la communauté, je pense que ça a tout de suite beaucoup moins d'intérêt. Je vous ai dit c'est ma tournée, j'enchaîne rapidement avec d'autres jeux, mais en mode speed. Gurumin, un petit jeu d'action-aventure plateforme tout mignon, qui est aussi sorti sur 3DS en démat par la suite, mais c'est un jeu PSP à la base, alors je le mentionne, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça des jeux dans son style, avec un gameplay full 3D. Disgaea, un des tactical RPG les plus cultes selon moi. Ce premier épisode, c'est un portage de la PS2, et en vrai, cette fois je vous recommanderais plutôt la version Nintendo DS qui a le mérite d'être traduite en français. Ouais, la PSP, si tu parles pas anglais, tu oublies. Prini, Can I Really Be the Hero? C'est un spin-off de Disgaea qui se passe dans le même univers rigolo, mais avec un gameplay plateforme action. Il a de la personnalité et une certaine originalité. Je vous le recommande. Street Fighter Alpha 3 Max. C'est la version définitive de Street Fighter Alpha 3 sur PS1. Il y a des petits modes en plus, des persos additionnels. Il y avait déjà eu une version Game Boy Advance avec des bonus, mais là, autant vous dire que sur PSP, on est à un autre niveau en termes de résolution, de fluidité des animations et de précision avec la croix. Encore que sur ce jeu-là, je privilégie la croix d'une PSP normale qui ressort bien plus que celle de la Go. Metal Slug XX, c'est très bien, mais c'est un portage de Metal Slug 7 sur DS. Décidément, ça arrivait souvent que les consoles portables de Sony et de Nintendo s'échangent leurs jeux. Lumines. Je vous ai déjà parlé de mon Sony Ericsson de l'époque? Je sais, ça fait longtemps. Et ben il était fourni de base avec une version de Lumines préinstallée. Je vous raconte pas le nombre de soirées que je passais sur mon téléphone à chatter avec mes copains et copines, à jouer à Lumines pendant que j'attendais la réponse à mon dernier SMS, tout en écoutant de la musique sur ce merveilleux téléphone multifonction. Donc y rejouer sur PSP, ça m'a rappelé de bons souvenirs, parce que c'est un super concept de puzzle game. Le reboot de Sega Rally sur PSP, il est génial. Un peu différent de l'épisode salon dans le maniement, mais c'est pas plus mal. En plus il est beau, c'est un de mes jeux de course préférés de la machine. SSX On Tour, c'est si t'aimes la course sur neige. Il tourne bien sur PSP. L'occasion de rappeler qu'avoir des jeux multi-supports dans le creux de ta main à l'époque, c'était encore un truc de ouf, même si souvent il y avait des petites diffs avec la version salon. Comme dans GTA par exemple, il y en a eu plusieurs sur PSP. On va commencer par le premier, Liberty City Stories. C'était complètement dingo d'avoir un full GTA portable en 2005. En théorie, c'est un jeu inédit, mais en pratique, il reprend toute la map et les assets de GTA 3 sur PS2, même si l'histoire est différente. Sa suite, Vice City Stories, pareil, il recycle la map PS2 de GTA Vice City. Donc ok, c'est des exclus, mais il y a un air de déjà vu quoi. Et le plus drôle, c'est que ces deux jeux ont fini par être portés à leur tour sur PS2. Retour à l'envoyeur. Ouais, après la sortie de la PS3, plein de jeux PSP ont commencé à être portés sur PS2, histoire de continuer d'occuper les quelques millions de personnes qui possédaient la console la plus vendue de tous les temps, mais sans mobiliser trop de ressources en développement. Et enfin, GTA Chinatown Wars, c'était encore un portage de la DS, mais sans le tactile. Fouh, je vois le nombre de pages de texte que j'ai écrit et je sens déjà que RM du futur va avoir envie de se pendre pendant le montage. Donc on va s'arrêter là pour les jeux. Un dernier mot sur la PSP Go quand même avant de vous quitter. C'est un très bel objet. Elle a des matériaux de qualité qui lui confèrent un niveau de finition supérieur à certaines machines qui sortent aujourd'hui. De toute façon, Sony, à part pour la PSP Street, ils ont toujours sorti des consoles portables classe, destinées surtout aux adultes. Pendant ces années de vie, c'était pas une machine si nulle que ça. Ok, c'était que du démat, mais il y avait plein de jeux de qualité sur le store à moins de 20 balles, donc même légalement, ça restait très facile de s'amuser dessus. Son principal souci, c'était le prix d'entrée, et le fait qu'à la fin des années 2000, les joueurs étaient pas encore prêts à abandonner totalement leur boîte de jeux. Résultat, elle a bidé,
Et la seule fois où je l'ai vu dans la nature, je me souviens, ça m'a marqué, c'était sur les Champs-Élysées, il y avait des mecs qui faisaient du breakdance sur le trottoir pour gagner quelques euros, et c'était une PSP Go qui était branchée à leur enceinte pour diffuser le son. Ça m'avait fait sourire. De nos jours, en termes de possibilités, elle vaut clairement pas une PS Vita, mais son design la rend encore fascinante à découvrir pour quiconque est adepte de consoles mortes. Et au-delà d'être une curiosité pour collectionneurs, c'est réellement une superbe console pour jouer, si t'es du genre à voyager léger. En déplacement, la vie est plus belle avec une Go pour passer le temps.